Merci Jean-Luc pour m'avoir invité à ce congrès. Et donc là, je vais vous parler de l'implant Amandis, qui est en fait dans la filiation des idées de Ollier et également de Jean-Pierre Péquignot, puisqu'il s'agit d'un implant que j'ai proposé en 2012 comme alternative à la prothèse totale et à l'arthroplastie totale pour des poignets détruits. Alors je vous rappelle le concept, c'est un concept en pyrocarbone, un spacer, une interposition libre qui est peu invasive, un seul composant mais deux interlignes articulaires, ce qui est assez intéressant par rapport aux prothèses totales. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de voir la technique opératoire, parce que c'est un petit peu, pour certains chirurgiens, un peu mystérieux. Et donc, je vais insister sur la technique que je vais vous présenter sur ce cas clinique d'un homme de 41 ans, charpentier, qui a une atteinte arthrosique ancienne, suite à des séquelles de traumatisme fracturaire associées à des entorses ligamentaires. Et vous voyez qu'il a une atteinte arthrosique radio- et médiocarpienne, qui lui donne un poignet raide, douloureux, et pour lequel on va proposer donc cet implant Amandis qui se fait par une voie dorsale radiale tout à fait dorsale entre le 3e et 4e compartiment, tout à fait habituel, avec une résection du nerf interosseux postérieur. Donc là, je ne vais pas insister. J'insisterai surtout sur l'abord capsulaire. Ces implants d'interposition, comme la psy, sont sous la dépendance de la continuité et de la compétence des ligaments, en particulier pour l'amandis, les ligaments extrinsèques, le radiocarpien dorsal et l'intercarpien dorsal, qu'il faut absolument respecter pour conserver la cinématique du poignet. Et donc l'abord capsulaire va se faire en L, afin de préserver la continuité ligamentaire et également la continuité vasculaire du lambeau capsulaire, qui va être donc vascularisé par la carte dorsale avec un flux rétrograde. Donc on fait une incision en L de la capsule qui va préserver ces ligaments et qui va nous donner suffisamment de jours pour réaliser l'interposition. Le lambeau est rétracté donc en distal et du côté ulnaire. Et vous voyez que, bon alors je ne perds pas aussi vite, hein. Ensuite on va faire on va libérer le ligament pyramidolunaire, et sur le pyramidal s'insèrent une bonne partie des ligaments extrinsèques palmaires et dorsaux. Et là on a mis un écarteur autour du scaphoïde en préservant, vous voyez, juste en amont des insertions ligamentaires. Alors ensuite, on va procéder aux coupes osseuses qui concernent les 2/3 proximaux du scaphoïde, le lunatome en dents complètement et la partie proximale de la tête du capitatum. Alors ça se fait avec et bien sûr, ces résections osseuses épargnent les insertions ligamentaires. Donc on le fait avec à la scie oscillante. Vous voyez que l'abord est vraiment minime, hein, et je crois que c'est important de respecter les parties molles dans cette chirurgie d'interposition. Donc on résèque là le scaphoïde, qui est donc la partie articulaire, il n'y a pas d'insertion ligamentaire. On va réséquer ensuite le lunatome avec un tire-bouchon, qui nous permet de libérer la capsule. Et donc il faut faire très attention de bien préserver la capsule palmaire, la continuité, et donc désinsérer. Et parfois on peut garder un petit mur antérieur osseux si on a peur d'abîmer la capsule. On voit la tête du grand os qu'on va juste couper dans la continuité de la coupe du scaphoïde. Voilà. Et donc ensuite on va abraser les surfaces articulaires, et on abrase, après les résections osseuses, la crête qui sépare les deux fossettes, et ainsi que la surface médiocarpienne. J'aime bien utiliser la scie pour abraser la crête qui sépare les deux fossettes, qui est souvent très dure. On peut faire une styloidectomie si nécessaire, par cette voie d'abord, et ensuite on fraise de façon à avoir deux surfaces concaves régulières, sans pour autant chercher à creuser de façon très importante.
Alors ensuite, on va prendre les implants d'essai, vous voyez qu'il y en a 8, et on va essayer de mettre en place dans cette cavité de résection, en faisant attention de prendre un implant pas trop épais, il ne faut pas overstuffer l'articulation, il faut que ça soit bien libre. Et vous voyez que là, l'implant, il a tendance à faire une petite rotation qui témoigne d'effet cam sur le bord radial qu'on va réséquer sur la coupe du scaphoïde, ici avec l'implant en place, et en cédant, en ayant retiré l'implant, éventuellement en réséquant ces petits coins osseux qui sont palmaires, qui sont radiaux et qui peuvent entraîner une rotation de l'implant, car évidemment l'implant est mobile et adapte sa position en fonction de la position du poignet. Donc il ne faut pas hésiter à abraser à nouveau les petites aspérités osseuses, surtout dans les mouvements d'inclinaison radiale et de flexion. Et vous voyez, là on a remis l'implant d'essai et l'implant est tout à fait stable dans tous les mouvements. Ensuite, on va regarder au fluoroscope et on va checker la hauteur ulnocarpienne qu'il ne faut pas agrandir, sinon ça témoigne d'un overstuffing articulaire et on contrôle dans les mouvements d'inclinaison pour vérifier qu'il n'existe pas de conflits latéraux, palmaires ou dorsaux, vous voyez, et l'implant, même capsule ouverte, est tout à fait stable. Ensuite, on met l'implant définitif. Donc, il y a deux courbures, une qui est plus importante du côté radial que du côté médial. Et vous voyez que l'implant est tout à fait stable. La fermeture de la capsule est très simple. On n'est pas obligé de fermer la branche horizontale si on veut obtenir plus de mobilité en flexion. La continuité ligamentaire est parfaitement assurée par cette fermeture et ce lambeau capsulaire tout à fait simple de réalisation. Alors en soins post-opératoires, une attelle permanente pendant 2 semaines, puis portée épisodiquement pendant 4 semaines, et pas de restriction au-delà de 6 semaines. Alors vous voyez notre patient là qu'on vient d'opérer, son cliché post-opératoire à 5 mois, il a retrouvé une mobilité et retourné au travail. Vous voyez qu'il a une mobilité fonctionnelle qui est tout à fait satisfaisante pour lui. Et à 5 mois, il est retourné à son travail de charpentier. Alors, quelles sont les contre-indications? Eh bien, tous les poignets qui ne sont pas correctement alignés, comme dans cet exemple de polyarthrite rhumatoïde où il y a des distensions capsulaires énormes avec une subluxation, c'est une contre-indication. Il y a de très larges indications et dans notre pratique, c'est surtout les SLAC et les SCAC wrist. Ensuite vient la polyarthrite rhumatoïde bien alignée, le Kenbock avec une atteinte arthrosique sévère et les sauvetages de procédures comme les arthrodèses scatros, la résection de première rangée, les implants de silicone et même les échecs de prothèse totale du poignet que l'on peut traiter après reconstruction osseuse avec un implant Amandis. Alors, la publication dans la littérature, il y a quelques rapports, il y a 45 cas au total publiés. Notez qu'il y a quand même un taux de réopération de 10% pour des instabilités, 2 échecs dans la publication de Tierra traitée par arthrodèse et une comparaison intéressante de Kugola qui retrouve des résultats meilleurs avec l'Amandis par rapport aux prothèses totales. Notre expérience à Nantes, c'est plus de 200 implants avec toute l'équipe, avec une moyenne d'âge de 60 ans, 6% de réintervention pour reposition de l'implant, c'était surtout dans notre pratique débutante. Actuellement, tous les implants sont encore en place et on a même élargi nos indications dans les SLAC et les SNAC wrist de grade 3 pour les patients âgés, chez qui nos résultats semblent meilleurs avec l'Amandis qu'avec une arthrodèse scatros qui met du temps à consolider et à récupérer fonctionnellement. Alors voilà les résultats à moyen terme qui ont été étudiés par Catherine Maes-Clavier, présentée au GEM l'année dernière. 38 patients, âge moyen 60 ans, recul minimum de 5 ans, taux de survie 100%, satisfaction 100%. Peu de gains en mobilité, un arc moyen de 76 degrés, en déviation on a perdu 2 degrés. Par contre, sur la force, on a récupéré une force à 67% du contralatéral. La douleur est très nettement diminuée de façon significative, et ainsi que les scores fonctionnels. Et ça, c'est en rapport avec la récupération de la force et de la douleur, qui s'améliore entre 2 ans et 5 ans, toujours plus. Réopération 16%, ça c'était les premiers cas, et maintenant on a chuté, et en moyenne on est à 6%.
Donc on a essuyé un petit peu les plates de la technique opératoire que je vous ai décrite pour bien voir les tricks and tricks. Pas d'enfoncement ni de migration de l'implant à 5 ans. Alors voilà un exemple. Une arthrose médiocarpienne avec une arthrose STT à qui on a mis un implant pyrocardant et un résultat tout à fait satisfaisant à 16 mois, ici de recul. Ici un patient jeune, enfin encore travailleur, un snack wrist pour qui on aurait hésité de faire une arthrodèse 4-os, compte tenu de l'état osseux global, avec... vous voyez les résultats tout à fait intéressants ici à 14 mois. Vous voyez les résultats sur la douleur, la force et les scores fonctionnels qui sont tout à fait intéressants avec un patient qui est retourné à son travail et qui est très satisfait. 1 minute. Un autre cas encore, pour un échec de première rangée du CARP, traité, alors là les résections sont un petit peu différentes, et un patient jeune également, travailleur manuel, et vous voyez, une très bonne mobilité conservée et un retour à son travail à 3 mois et demi. Et ici, une polyarthrite rhumatoïde des deux côtés. Et vous voyez qu'on peut s'adapter selon les cas, opérer des deux côtés, avec également une prothèse radio-ulnaire distale, un implant pyrocardant en STT. Et vous voyez les excellentes mobilités de cet implant à 5 ans de recul ici, avec un très bon résultat fonctionnel. Donc il faut s'adapter. Alors, quelques trucs techniques, éviter les effets cam, renforcer éventuellement la capsule palmaire si elle est faible ou distendue, pas overstuffer l'implant et utiliser surtout une voie dorsale, rarement une voie radiale. Il faut bien posséder la technique avant de se lancer dans une voie radiale. Moyennant quoi, les résultats sont pour l'instant satisfaisants à court terme et on espère des résultats à plus long terme qui soient aussi satisfaisants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo, pile poil, 12 minutes, il faut le faire. Voilà. Y a-t-il des questions? Jean-Claude Lille, au vu de tes radios, n'as-tu pas à long terme des conflits ulnocarpiens? Parce que même tu le mets dans des résections de première rangée, on a l'impression que le compartiment ulnocarpien... Alors, j'ai pas réellement de conflit ulnocarpien, mais j'ai dû réintervenir sur certains patients, je ne pourrais pas te dire le nombre exact, pour effectivement des conflits ulnocarpiens, alors en réalisant soit une résection très basse, un wafer procédure à ciel ouvert, soit même en opératoire, il m'est arrivé de réséquer la partie proximale du triquetrum en gardant bien entendu les insertions ligamentaires. Donc si tu résèques une partie du triquetrum, tu perds l'effet de ta capsulotomie avec la conservation des ligaments extrinsèques. Non, puisque on peut réséquer uniquement la surface sans réséquer au niveau du corps où se situe l'insertion ligamentaire. Jean-Luc? Donc merci Philippe pour nous faire part de cette expérience. C'est bien, tu travailles comme Olivier, tu suis tes patients. Et je crois que c'est important de continuer à le faire parce que depuis 30 ans, on fait des arthrodèses médiocarpiennes. Il faut bien reconnaître que c'est quand même pas terrible sur la mobilité. La majorité d'entre nous continuons à faire ça. Et toi, est-ce que tu continues à faire encore des arthrodèses médiocarpiennes ou tu as complètement abandonné? Alors non, je continue bien entendu. Un patient jeune qui a vraiment l'indication d'une arthrodèse 4-os avec scaphoïdectomie, je lui fais l'arthrodèse médiocarpienne, mais chez un patient âgé qui a un potentiel de consolidation osseuse qui est diminué, on le sait tous, qui va mettre du temps à récupérer, qui ne va pas forcément consolider, je passe d'emblée à l'implant Amandis. Et on est actuellement en train de faire une étude où, dans cette catégorie de patients, on va comparer les résultats arthrodèse 4-os et Amandis. Voilà. Alors, si il s'avère que réellement c'est positif, eh bien, je descendrai d'un cran, c'est-à-dire que je proposerai à des patients plus jeunes. Mais pour l'instant, je m'en tiens à ça. Ta limite d'âge, c'est quoi actuellement? Aucune. Non, mais ta limite d'âge actuelle... Pour l'arthrodèse 4-os? Non, pour mettre une amandis à un patient, tu l'as... Aucune. Chaque fois que j'ai une indication soit d'arthrodèse totale, soit de prothèse totale que je ne fais plus,
eh bien, j'opte pour l'amandis. Le plus jeune patient de la série avait 25 ans, travailleur manuel qui continue à travailler. Voilà, donc j'ai pas de... Merci. Juste une toute petite question, Philippe, parce que Short, hein, quand, Guéraud, on quand est tu déjà dis occupé. à tes patients, si jamais il y a une reprise après l'amandis, c'est forcément une arthrose totale ou est-ce que tu as une autre solution de rattrapage? Alors, s'il y a une reprise de l'amandis, les reprises que j'ai effectuées, c'est des reprises pour repositionnement de l'implant dans ma learning curve parce que j'avais mal géré les résections osseuses, mal géré la tension ligamentaire, etc. Maintenant, pour un échec d'amandis, pour l'instant, aucun des patients de la série de notre équipe, hein, on en a plus de 200, n'a été repris. Donc on n'a jamais converti une amandis en arthrodèse totale ou en prothèse totale. Mais c'est effectivement la solution, et je leur dis. Et les échecs, à quel délai tu les reprenais? Ah bah c'est des échecs précoces. C'est-à-dire que la radiographie à 1 mois, 3 mois, on voit que l'implant a tourné, c'est subluxé, et là, il faut reprendre. Et tu réadaptes, On réadapte le nid de l'implant. Voilà, quoi. ce sont des erreurs techniques. C'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer Ouais, la ça. technique opératoire pour vraiment Fabriquer le berceau. fabriquer le berceau, bien gérer les conflits du côté radial, du côté palmaire, éviter de faire des abords élargis. Voilà, tout ça, c'est des trucs techniques que je ne maîtrisais pas initialement. J'avais uniquement le concept, mais pas la technique. Et là, maintenant, je dois dire que je pense que sur nos 50 derniers cas, 100 derniers cas, le taux de reprise précoce est quasi nul. Félicitations, ouais, très bel exposé. Alors, on va appeler la prochaine communication, Monsieur Emmanuel.